Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui au programme, on continue ce qu'on a déjà amorcé avec la lithosphère et cette fois-ci, on va parler de l'hydrosphère, donc de tout ce qui concerne les cours d'eau. Au niveau des sources, on va retrouver les mêmes sources qu'on avait pour la lithosphère. Donc, on parle des sources domestiques et enfouissement. On parle du secteur agricole et du secteur industriel et minier. Au niveau des agents responsables, ça va se ressembler aussi. Donc, on va avoir le phosphate, nitrate, nitrite, pesticides, insecticides, bactéries, métaux lourds. Et on a gardé ces éléments-là en vert parce que souvent, en fait, c'est par les sols qu'on va contaminer les sources d'eau. Donc ici, on retrouve sensiblement la même chose que ce qu'on avait au niveau des sols, donc je vais passer rapidement. Au niveau des conséquences maintenant, eh bien c'est sûr que les pluies acides vont avoir un impact sur le pH de l'eau, ce qui va évidemment avoir un impact sur la vie qui est à l'intérieur de l'eau, qu'on va voir un peu plus tard. Deuxième élément, tous les contaminants qui étaient dans le sol peuvent être lessivés par les eaux de pluie, ce qui fait que tous ces contaminants-là vont se retrouver dans la nappe phréatique. Et là aussi, on va avoir un impact sur les différents cours d'eau et les différentes sources d'eau. Cette eau-là qui est contenue à l'intérieur de la nappe phréatique, eh bien, ils vont être absorbés par les plantes. Et ces plantes-là doivent donc accumuler des contaminants qui, une fois consommé, bien, va se retrouver dans la biosphère. La contamination de la nappe phréatique va avoir un impact de plus qu'on n'avait pas vu avant, qui s'appelle l'eutrophisation des lacs, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais autant le changement du pH de l'eau que l'eutrophisation des lacs vont avoir un impact réel sur certaines espèces, donc va nuire à la croissance et même peut exterminer certaines espèces. On va aussi avoir un impact de la contamination de la nappe phréatique en ce qui concerne la bioconcentration, ce qui veut dire que certains éléments, les moules par exemple, vont absorber, sans nécessairement l'avoir mangé, mais vont absorber des contaminants juste en étant présents dans cette eau contaminée-là. La bioconcentration et l'absorption par les plantes vont évidemment causer une contamination de la chaîne alimentaire qui peut nuire à plusieurs espèces. Au niveau des contaminants, on a encore trois types de contaminants principaux. On parle des contaminants organiques qui sont sensiblement les mêmes que ceux qu'on avait vus au moment de la lithosphère et qui proviennent de sources qui sont sensiblement les mêmes aussi. On va avoir des contaminants inorganiques maintenant qui sont les mêmes à rajouter, par exemple, l'eau chaude. En fait, l'eau chaude provient du secteur principalement industriel et provient aussi des centrales thermiques. Autant des centrales thermiques classiques, donc on parle ici de centrales qui vont consommer du gaz naturel ou des produits pétroliers, mais on parle aussi des centrales thermiques nucléaires qui vont utiliser l'eau pour refroidir leur réacteur. Et donc, cette eau chaude-là va avoir un impact parce que si on verse de l'eau bouillante dans un lac, ça élève la température de notre lac et donc ça peut avoir un impact important sur la vie qui s'y trouve. Au niveau des résidus radioactifs, eh bien, c'est sensiblement la même chose qu'on avait au niveau de la lithosphère. Au niveau des conséquences, j'ai parlé de l'eutrophisation des lacs qui sont causées entre autres par la température de l'eau, mais plus spécifiquement, en fait, de façon plus importante au niveau de l'épandage des engrais. On va avoir la contamination et la mort de différentes espèces dues aux contaminants radioactifs, des métaux lourds, des hydrocarbures, POP et bactéries. Et on va avoir l'introduction dans la chaîne alimentaire et la bioaccumulation des différents contaminants radioactifs, métaux lourds et des POP.
Au niveau des pratiques, eh bien, il y en a certaines dont on a déjà parlé. Par exemple, l'utilisation de la machinerie lourde va créer une compaction des sols, ce qui fait que par la percolation de l'eau qui n'est pas capable de rentrer dans le sol et de laisser les engrais en place, eh bien, à la place, ça va lessiver les engrais et amener ceux-ci dans les cours d'eau, ce qui va causer une eutrophisation des lacs prématurée. La monoculture et rotation accélérée des cultures impose qu'on augmente la quantité d'engrais et, encore une fois, eh bien, ça va causer une eutrophisation des lacs accélérée. Au niveau des pesticides, eh bien, même principe, c'est un lessivage des sols. Ces pesticides-là se retrouvent dans les cours d'eau et vont avoir un impact sur la vie dans ces fameux cours d'eau. Au niveau de l'élimination de la végétation en bordure des plans d'eau, donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, en fait, en ce qui concerne l'hydrosphère. L'idée, c'est qu'évidemment, quand on installe nos chalets et nos structures, on veut pouvoir voir le beau lac. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en éliminant les plantes qui sont en bordure des cours d'eau, on va avoir deux éléments. La première chose, c'est qu'il y a moins d'ombre. S'il y a moins d'ombre dans des endroits où est-ce que l'eau est pas très profonde, eh bien, ça va causer un réchauffement et évidemment, ce réchauffement-là, comme c'était le cas des eaux chaudes, vont mener à une eutrophisation des lacs accélérés. Le deuxième élément, c'est que la végétation, eh bien, elle retient l'eau. Donc, ça prévient l'érosion des berges et ça absorbe certains contaminants. Le fait de retirer ces arbres-là pour créer des belles maisons en bordure de lac avec des beaux grands terrains, eh bien, en faisant ça, en retenant moins l'eau, eh bien, on peut avoir plus de risques de crues au moment, par exemple, du printemps ou au moment où est-ce qu'on va avoir des grandes pluies l'été. Donc, ça a réellement un impact sur non seulement les écosystèmes, mais aussi sur notre vie en général parce que ça peut causer des inondations. C'est aussi ce qui va retenir les sols, soit dit en passant. Donc, si on n'a pas d'arbres, si on n'a pas de racines, eh bien, notre sol est plus difficile à contenir, ce qui peut créer éventuellement des glissements de terrain. Donc, ce sont tous des éléments qui sont liés directement à la végétation, mais qui ont un impact au niveau de l'hydrosphère, plus spécifiquement au moment où est-ce qu'on va avoir des fortes pluies. Le dernier élément, eh bien, ce sont le mauvais entretien des fosses septiques. Souvent, au niveau des chalets, on est là moins souvent. On va avoir, même pendant des années, il y a eu des chalets où est-ce que la matière, les eaux usées se déversaient directement à l'intérieur des lacs. Le problème que ça fait, eh bien, ça amène des déchets organiques à l'intérieur du lac. Ça amène aussi des phosphates, entre autres, liés au savon domestique. Donc, ce que ça va causer, c'est l'eutrophisation des lacs accélérés. Et là, j'ai parlé beaucoup de l'eutrophisation, mais je ne l'ai pas encore défini. Donc, parlons-en de c'est quoi l'eutrophisation des lacs. En fait, c'est un phénomène qui est naturel. Où est-ce que ça devient moins naturel? C'est au moment où est-ce que nous allons accélérer ce phénomène-là par nos pratiques. Donc, l'idée du problème d'eutrophisation, c'est lorsqu'on a un apport excessif en phosphate, nitrate et nitrite. Ces substances-là, ils viennent de où? Ils viennent de nos engrais, ils viennent de nos fosses septiques mal entretenues et ils viennent aussi de certains produits nettoyants qui peuvent être riches en phosphate. La mise en place de conditions aggravantes, eh bien, évidemment, je l'ai déjà dit, si on coupe la végétation en bordure de lac et qu'on rejette de l'eau chaude à l'intérieur des lacs, ce sont des éléments qui peuvent aussi aider à l'eutrophisation des lacs, donc accélérer celui-ci. Une fois que le lac a reçu énormément de nitrites, nitrates, s'est réchauffé et tout ça, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une prolifération des algues. Donc, autrement dit, les algues vont être en très grande quantité et ce qui va augmenter la turbidité, donc l'eau devient beaucoup moins claire. La matière organique des organismes morts, donc autant les algues ou les microalgues ou tous ces éléments-là, vont se retrouver au fond du lac et vont se décomposer.
Avec l'augmentation de la turbidité, on va avoir aussi une apparition d'une couche de vase au fond du lac. Et tout ça, eh bien, ça se décompose. Donc, on va avoir une décomposition qui consomme énormément d'oxygène et on va avoir moins de production d'oxygène parce qu'il y a plus de turbidité. Donc, la lumière ne réussit plus à se rendre au fond du lac et nuit à la photosynthèse, limitant ainsi la production d'oxygène. Donc là, présentement, on a un système où est-ce qu'on nécessite plus d'oxygène en ayant moins de production d'oxygène. Vous voyez que ça va causer un problème. Sans oxygène, eh bien, j'ai une augmentation des organismes qui vont mourir, qui ont besoin d'oxygène. Donc, ces organismes-là vont se retrouver dans le fond du lac et vont encore une fois accélérer le processus parce que j'ai besoin de plus d'oxygène pour pouvoir avoir une décomposition. Graduellement, la vie va s'éteindre dans le fond du lac, même qu'on va retrouver des micro-organismes en fond de lac qui n'utilisent plus l'oxygène pour la décomposition, mais qui vont se rabattre sur la substance la plus proche au niveau chimique, soit le soufre. Donc à ce moment-là, je vais avoir une forte odeur d'œuf pourri qui va être émise par les eaux, parce que ce sont ces micro-organismes-là de fond de lac qui vivent en milieu anaérobique, en français sans oxygène, et donc qui vont avoir un impact direct sur la santé de notre lac. Le phosphore va donc avoir un cycle, et ce cycle-là, il est naturel. Donc au départ, eh bien, je vais avoir un phosphore qui est dans mes minéraux qui sont amenés à l'intérieur de mes sources d'eau par le fait que je vais avoir des eaux de pluie. Une fois qu'il va être absorbé à l'intérieur de l'eau, eh bien, les végétaux ont besoin de phosphore pour pouvoir proliférer, que ce soit les algues ou les autres, donc vont absorber ce phosphore-là. Évidemment, les animaux vont consommer les différentes plantes pour en avoir une certaine quantité. Ces animaux-là, eh bien, ils vont mourir et ils vont rejeter des déchets organiques qui vont retourner ces phosphates-là à l'intérieur des cours d'eau via leur décomposition. Et finalement, la prolifération de plancton va accélérer la sédimentation, ce qui va aider le phosphate à redevenir phosphore, donc à redevenir sous sa forme minérale. Évidemment, ça, c'est le cycle normal du carbone. Le problème qu'on va avoir, c'est que, et là, le cycle va recommencer, mais le problème qu'on va avoir, c'est quand on rajoute nous-mêmes du phosphate. Étudions maintenant ce qu'est un bassin versant. Un bassin versant, c'est un territoire pour lequel l'ensemble des eaux s'écoule vers un point donné commun. Donc ici, par exemple, vous voyez le bassin versant de la rivière Chaudière. Et vous voyez que toutes les eaux de ce bassin versant s'écoulent toutes vers Lévis. Donc, je vais avoir plusieurs rivières et plusieurs affluents. Ça, ce sont des petites rivières qui s'écoulent dans la grosse rivière. Et tous ces affluents-là, toute cette eau-là, en fait, va couler vers Lévis et éventuellement vers le fleuve Saint-Laurent. C'est important, en fait, de connaître le sens d'écoulement des eaux parce que ça va nous aider, dans un cas où il y aurait une contamination, à réagir plus rapidement et donc à empêcher des dommages possibles dus à une contamination. Par exemple, lors de l'incident ferroviaire de 2013 à Lac-Mégantic, donc à la tragédie qui a eu lieu dans cette ville, les villes le long de la rivière Chaudière ont tous été potentiellement à risque puisque l'écoulement de l'eau acheminait les contaminants dans leur direction. On parle par exemple de la ville de Bélan, de Saint-Gédéon, de Saint-Martin et compagnie. Par contre, les villes qui sont aux abords des affluents, eux, ne sont pas en danger, puisque les rivières à proximité s'écoulent dans la rivière Chaudière et non l'inverse. Donc, si vous parlez, par exemple, de la ville de Saint-Côme-Linière ou de Saint-Prosper, vous avez des villes qui sont situées sur les affluents. Donc, à ce moment-là, l'eau ne va pas remonter les rivières, elle va simplement s'écouler vers Beauceville, Vallée-Jonction, Sainte-Marie et compagnie. Donc, ce sont les villes qui sont sur les affluents ne sont pas en danger. Même principe pour les villes qui seraient plus haut sur la rivière. Donc, lac Mégantic, se situant sur le bord du lac, va s'écouler dans la rivière Chaudière. Mais tout ce qui est plus haut, eh bien, ne sont pas touchés parce que l'eau ne va pas remonter la pente, elle va descendre la pente.
Je vais avoir certains facteurs qui vont influencer la propagation d'un contaminant dans un bassin versant. Le premier, c'est le plus évident, c'est la topographie. En fait, une pente forte va favoriser la propagation du contaminant pour la simple et bonne raison que l'eau se dirige toujours du haut vers le bas et va accélérer, évidemment, si j'ai une pente forte. Mais si, au contraire, je vais avoir des obstacles naturels comme des vallons, des montagnes ou autres, donc à ce moment-là, je vais avoir soit une redirection, donc soit que l'eau va carrément dévier vers une autre région, ou soit un ralentissement de cet écoulement-là des eaux, ce qui veut dire que ça peut avoir un facteur de protection sur certaines régions. La géologie va aussi avoir un impact. Donc, certains sols sont plus friables. Ça va favoriser la création de vallées par le passage de l'eau et la création de rivières. Le sol sablonneux permet à l'eau de pénétrer en profondeur et de s'écouler via les nappes phréatiques plus facilement que dans un sol argileux. Donc ça, c'est tous des facteurs qui vont faire que l'eau va soit percoler, donc rester en surface, ou rentrer en profondeur dans le sol et contaminer de façon plus importante ou plus durable une région donnée. Le climat va aussi avoir un impact. Donc, évidemment, si j'ai un sol qui est gelé versus un sol dégelé, ou si vous avez de fortes précipitations versus de faibles précipitations, eh bien, je vais avoir une propagation différente des contaminants. J'ai parlé plus tôt que la végétation en bordure de rivière peut absorber des contaminants. Eh bien, c'est indiscutablement le cas. Donc, quand on va avoir des marais ou des marécages, on va avoir des zones qui vont être capables de coincer, si on veut, les contaminants et donc de régler une partie du problème naturellement. Ce sont donc des milieux des terres en milieu humide qu'il ne faut pas détruire parce que c'est nos filtres naturels de nos différents cours d'eau. Finalement, on va avoir des aménagements naturels, des aménagements non naturels, donc des aménagements que nous avons faits qui vont pouvoir avoir un impact sur justement ces bassins versants-là. On peut parler par exemple de la présence de barrages qui nuit évidemment à la circulation de l'eau, mais qui peut aussi contenir un contaminant en cas de contamination. On peut parler aussi de l'assèchement des marécages, marais ou des tourbières. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Ce sont des milieux qui vont avoir tendance à filtrer nos eaux de surface. Donc, si on les assèche, eh bien, on n'a plus ces milieux-là, autant pour garder une quantité d'eau, mais aussi pour la filtrer et donc enlever certains contaminants à l'intérieur de notre eau. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.